4 juin 1942, à l'aube, au large de l'atoll de Midway, dans le Pacifique infini et impitoyable. Le soleil se lève à peine, peignant l'horizon d'un rouge sanglant qui se reflète sur les vagues agitées. Vous sentez l'air salin chargé d'iode et de fuel, tandis que le grondement sourd des moteurs des porte-avions américains du Task Force 16, l'USS Enterprise, l'USS Hornet et l'USS Yorktown vibrent sous vos pieds. Le vent fouette le pont, portant avec lui l'odeur âcre de la poudre et de la peur contenue. Des officiers en casquette amidonnés murmurent des ordres près des radars, leur voix tendue par l'incertitude. Au loin, un silence oppressant règne sur l'océan, brisé seulement par le crachotement des radios qui captent des signaux japonais interceptés, AK pour attaque, AF pour force aérienne. C'est le moment où tout bascule, où une erreur invisible, née dans les couloirs feutrés de Tokyo, s'apprête à transformer cette mer en tombeau. Le contre-amiral Chuichi Nagumo commande la première phase de l'offensive japonaise depuis le pont du porte-avions Akagi, vaisseau amiral de la flotte combinée. À 52 ans, Nagumo est un vétéran aguerri, ses yeux plissés scrutant l'horizon à travers ses jumelles Zeiss. Il a sous ses ordres 4 porte-avions redoutables, l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu, escortés par des croiseurs lourds comme le Tone et le Chikuma, et une armada de destroyers au canon de 527 mm prêts à cracher le feu. Les avions 0 A6M, avec leurs ailes élancées et leurs moteurs Nakajima Sakae ronronnants, sont alignés sur les ponts, leurs pilotes, des as comme le lieutenant Hiroyoshi Nishizawa, attendant le signal. L'objectif est clair. Neutraliser l'atoll de Midway, cette minuscule bande de corail qui menace les lignes de ravitaillement japonaises, et attirer la flotte américaine dans un piège mortel. Yamamoto, l'architecte de Pearl Harbor, a tout planifié depuis son quartier général à bord du Yamato. Une diversion aux Aléoutiennes pour diviser les forces ennemies, puis un assaut fulgurant sur Midway. Mais sous la surface lisse de cette stratégie, une faille se creuse. Des semaines plus tôt, à Hawaï, dans les sous-sols sombres de la station de décryptage Hippo, le lieutenant Joseph Rochefort et son équipe de cryptanalystes, des linguistes, des mathématiciens et des officiers navals comme Jasper Holmes, ont percé le code JN-25 des Japonais. Les messages interceptés par les antennes directionnelles de la base Pearl Harbor révèlent tout. Midway est la cible, codée AF. L'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique, sait que les Japonais approchent. Il a repositionné ses forces avec une précision chirurgicale, ignorant les leurs des Aléoutiennes. Sur l'Enterprise, le capitaine George Murray ajuste les torpilles Mark XIII sur les avions TBD Devastator, tandis que les bombardiers en piqué Dauntless SBD, pilotés par des hommes comme le lieutenant Richard Best, vérifient leurs viseurs Norden. La tension est palpable. Les marins sentent le poids de l'histoire sur leurs épaules. Un jeune aviateur, enserré dans son gilet de sauvetage Mae West, fixe l'océan, se demandant si ce jour marquera sa gloire ou sa fin. À 4h30, les premières escadrilles japonaises décollent de l'Akagi. Nagumo ordonne une frappe initiale sur Midway pour neutraliser les défenses. 108 avions au total, menés par le commandant Mitsuo Fuchida dans son Nakajima B5N Kate, armé de torpilles type 91 et de bombes de 250 kg. Les moteurs hurlent, les hélices fouettent l'air humide et les appareils s'élèvent en formation impeccable, filant vers l'atoll à 300 km à l'est. Sur le pont, les servants de DCA, les canons anti-aériens de 25 mm type 96, chargent les chargeurs, leurs mains tremblant légèrement malgré l'entraînement. Nagumo, confiant, sirote un thé vert dans sa cabine, convaincu que la supériorité aérienne japonaise, forgée à Pearl Harbor et dans les mers de corail, écrasera toute résistance. Pourtant, un doute le ronge. Les rapports des éclaireurs. Le croiseur Tone a repéré un convoi américain suspect à l'aube, mais son avion de reconnaissance, un Aichi E-13A Jake, décolle en retard, son mécanicien luttant avec un réservoir d'essence défectueux.
Cette négligence, un simple oubli dans la routine matinale, va tout changer. De l'autre côté, sur Midway, les Marines du 3e bataillon de défense, sous le colonel Harold Shannon, se ternent dans les bunkers de béton armé. Les canons de 7 pouces crachent leurs obus de 45 kg vers le ciel, tandis que les P-40 Warhawk de l'USAF patrouillent leurs mitrailleuses Browning. 50 prêtes. À 5h45, les Kate et les Val Détroit arrivent, leurs sirènes hurlantes comme des banshees. Les bombes pleuvent sur l'aérodrome, explosant en gerbes de feu et de sable volcanique. Des hangars volent en éclats. Des avions B-17 sur le tarmac sont réduits à des carcasses fumantes. Fushida évitant les tirs croisés des mitrailleuses. 50 largue ses projectiles et signale par radio « Tora! Tora! Tora !» Bien que ce ne soit pas Pearl Harbor, l'excitation est la même. Les défenseurs ripostent vaillamment. Un zéro est abattu par un canon de 3 pouces, s'écrasant dans les lagons turquoises dans une gerbe d'eau et de flammes. À 7 heures, les avions japonais reviennent sur les porte-avions, leur réservoir presque vide. Nagumo doit décider, recharger les bombes pour une seconde frappe sur Midway, ou préparer les torpilles pour une attaque navale si la flotte américaine se montre. Les rapports des éclaireurs sont confus. L'avion du Tone, enfin en l'air, signale des navires ennemis, mais sans précision. Dans la salle de contrôle de l'Akagi, baignée par la lueur rouge des lampes, les officiers débattent. Le capitaine Masafumi Harima plaide pour les torpilles, sentant le danger. Mais Nagumo, prudent, opte pour les bombes anti-aérodromes, une erreur qui expose ses ponts à la vulnérabilité. Les servants s'activent, déchargeant les torpilles inutiles pour charger les bombes de 242 kilos. Un processus qui prend 1 heure précieuse. L'air vibre du cliquetis des treuils et des cris en japonais. « Hayaku! Hayaku !» Plus vite. Soudain, à 8h20, les radars du Chikuma captent des ombres à l'horizon ouest, des avions américains. Les Dauntless et les Avengers du Yorktown, guidés par les sous-marins Nautilus et Narwhal qui ont repéré la flotte japonaise, fondent sur l'ennemi. Vous imaginez la scène, le vent dans les cockpits ouverts, le rugissement des moteurs Wright Air 1820, les pilotes serrant les joysticks en sueur. Les premiers TBD Devastator, lents et obsolètes avec leurs torpilles Mark 13 de 907 kg, attaquent à basse altitude, mais les zéros les déchiquettent. Des explosions illuminent la mer. Des pilotes comme John Waldron sombrent dans les flots, criant dans leur micro « Nous attaquons! Bonne chance !» Seuls quelques Dauntless survivent, plongeant en piqué à 80 degrés, leurs sirènes Stuka hurlant. Si cette première vague échoue, une ombre plus grande plane. L'erreur de Nagumo n'est que le début. Les Américains, invisibles pour l'instant, attendent leur moment. Et quand il viendra, une bataille décisive s'annoncera, où une seule décision changera le cours de la guerre. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer. À 9 heures précises, le ciel au-dessus de la flotte japonaise s'assombrit comme si une tempête divine s'abattait sur l'océan. Les Dauntless SBD-3 du Yorktown, menés par le lieutenant-commandant Maxwell Leslie, perçant les nuages bas, leurs moteurs Pratt & Whitney R 1830 rugissant contre le vent salin qui fouette les visages des pilotes. Vous sentez cette accélération dans votre poitrine, le cœur battant au rythme des hélices qui mordent l'air humide. Ces avions, avec leurs ailes trapues et leurs bombes de 500 livres AN-M64 suspendues sous le fuselage, ne sont pas les plus rapides, à peine 300 km/h en piqué. Mais ils portent l'espoir de Nimitz. Les TBD Devastator de la vague précédente ont été massacrés. Leurs torpilles ont ricoché sur les vagues sans toucher un seul porte-avions. Waldron et ses hommes du Torpedo Squadron 8 ont payé le prix. Des carcasses flottantes parsèment la mer, huilées de fuel et de sang. Mais leur sacrifice n'est pas vain. En attaquant à basse altitude du sud, ils ont forcé les 0 à 6M à plonger vers eux, laissant le nord exposé. Sur l'Akagi, l'agitation règne en maître. Les servants des ponts, torse nus et luisants de sueur, sous le soleil montant,
hissent les bombes anti-navires depuis les soutes profondes. Le cliquetis des chaînes et les ordres criés en japonais « Mamoru, défendez !» se mêlent au bourdonnement des moteurs en attente. Nagumo, de retour sur le pont, fronce les sourcils en entendant les cris d'alarme des vigies. Le capitaine Arima pointe du doigt le ciel. Des pointes noires émergent des cumulus, grandissant en forme menaçante. « Baka Yaro !» Des avions ennemis, hurle un officier, tandis que les canons de 25 mm type 96 s'éveillent, crachant des traînées de flammes et de balles traçantes qui zèbrent le bleu. Les Zéros, surpris, décollent en urgence, leurs pilotes comme Nishizawa tirant sur les manettes des gaz pour intercepter. Mais il est trop tard. Les Dauntless du Enterprise, pilotés par Clarence McCloskey, ont repéré la fumée des cheminées japonaises grâce à un coup de chance, un simple virage à tribord inspiré par un instinct aîné. Le piqué commence à 10h22. Imaginez-vous dans le cockpit du lieutenant Richard Best, le monde qui bascule à 80 degrés, le vent hurlant à travers les ouvertures, les instruments qui dansent follement. Les sirènes des Dauntless, ces sifflets improvisés pour terrifier l'ennemi, percent l'air comme des âmes en peine. À 500 mètres d'altitude, Best vise l'Akagi, son viseur Norden cadrant le pont bondé où les avions sont alignés, vulnérables, leur réservoir encore plein d'essence aviation pour le retour de la première vague. Il largue sa bombe à 250 mètres, un sifflement mortel, puis l'impact. L'explosion est cataclysmique. La bombe de 1000 livres perce le pont avant, défonçant les hangars inférieurs où les Kate B5N et les Val D3A attendent, chargés de bombes. Le carburant s'enflamme instantanément, un incendie vorace qui dévore les structures en acier et les réservoirs auxiliaires. Des flammes oranges jaillissent, hautes de 30 mètres, projetant des débris en fusion dans l'air. Des servants hurlent, leur corps carbonisé s'effondrant sur le métal rougi. Un pilote, piégé dans son Zéro, est englouti par le brasier avant même de décoller. Nagumo, projeté au sol par le choc, se relève en titubant, ses oreilles sifflant comme des sirènes d'alarme. « Kesuru, éteignez ça !» ordonne-t-il, mais les pompes à eau sont déjà submergées. L'Akagi gîte légèrement, ses entrailles en feu, tandis que les Dauntless du Yorktown, menés par les escadrilles VB3 et VS3, piquent à leur tour sur le Kaga. Le commandant de l'escadron, Wally Short, aligne son avion. Sa bombe frappe le centre du pont, transformant le géant de 26 000 tonnes en un enfer flottant. Les explosions enchaînent, munitions de 20 mm qui détonnent, une torpille type 91 qui s'embrase, font trembler la coque comme un séisme sous-marin. À bord, le vice-amiral Tamon Yamaguchi, commandant le Kaga, sent la chaleur infernale monter des grilles d'aération. Ses officiers courent pour évacuer les pilotes, mais le feu, nourri par des centaines de litres d'essence, se propage aux soutes à bombes. À 10h25, une déflagration majeure déchire le navire en deux. Des colonnes de fumée noire s'élèvent, visibles à des kilomètres, signalant la fin pour 800 âmes. Le Soryu, troisième de la ligne, n'échappe pas au carnage. Les Dauntless de l'Hornet, bien que moins précis dans leur navigation, larguent leurs projectiles sous la pression des Zéros qui reviennent. Une bombe touche le pont arrière, allumant un incendie qui atteint les moteurs Nakajima. Le vaisseau, autrefois fier symbole de la victoire à Pearl Harbor, commence à lister ses canons lourds de 127 mm inutiles contre le ciel. L'amiral Nagumo, évacué vers le destroyer Nowaki, dans un canot qui tangue sur les vagues houleuses, contemple l'horreur depuis l'eau, ses 4 porte-avions, piliers de l'empire naval japonais, en flammes. Le Hiryu, seul survivant pour l'instant, lance une contre-attaque désespérée. À 10h45, ses Val D3A, pilotés par des hommes comme le lieutenant Michio Kobayashi, décollent au milieu du chaos, leurs bombes de 250 kilos prêtes à venger l'affront. Mais la fortune tourne. Les radars du Hiryu détectent une nouvelle vague, les Avengers TBD du Yorktown. Escortés par des Wildcat F4F du capitaine Elliot Buckmaster. Les Japonais ripostent férocement. Les Zéros abattent 6 Dauntless, leurs canons de 20 mm perçant les ailes comme du papier.
Best, miraculeusement indemne, atterrit sur l'Enterprise avec son réservoir percé rapportant « Nous les avons eus ». Sur Midway, les Marines exultent en entendant les rapports radio craquelants. Porte-avions en feu, c'est Midway qui gagne. Nimitz, dans son quartier général à Pearl Harbor, serre le poing, sachant que l'intelligence de Rochefort a payé. Pourtant, le Hiryu n'est pas vaincu. Ses avions frappent le Yorktown à 11 heures, une bombe perforant la salle des machines, un autre le pont d'envol. Le Yorktown fume, ses turbines endommagées, mais il flotte encore, ses marins luttant pour le sauver avec des seaux et des tuyaux. À midi, l'océan est un tableau de destruction. L'Akagi et le Kaga sombrent lentement, leurs coques éventrées laissant échapper des bulles d'air et des corps. Nagumo, à bord du Nowaki, ordonne une retraite, ses yeux emplis d'une rage impuissante. Cette heure fatidique, dictée par sa décision de recharger les bombes au lieu des torpilles, a exposé ses joyaux à la foudre américaine. Les pertes sont effroyables, plus de 2000 marins japonais engloutis, des as comme Fuchida grièvement blessés. Mais le Hiryu, dernier espoir, prépare une seconde salve. Les Dauntless, épuisés, rentrent sur leur base, leurs pilotes assoiffés et couverts de sel. La bataille n'est pas finie. Une ombre de vengeance plane sur les vagues, et le Yorktown boitant attend le prochain coup. Si Nagumo avait choisi autrement, l'histoire aurait-elle basculé? Le Pacifique retient son souffle, prêt à avaler les survivants. La vengeance du Hiryu. À 12h30, sous un soleil impitoyable qui transforme l'océan en un miroir aveuglant, le porte-avions Hiryu fend les vagues comme un samouraï blessé mais résolu. Vous sentez la chaleur qui irradie du métal surchauffé, l'odeur âcre de la fumée qui s'élève encore des navires sœurs en perdition. L'Akagi et le Kaga, ces colosses noircis qui gisent à l'horizon, leurs coques éventrées crachant des bulles d'air et des hurlements étouffés. À bord du Hiryu, le capitaine Tomeo Kaku, un homme de 48 ans au visage taillé comme un masque No, arpente le pont d'envol, ses bottes claquant sur l'acier. Ses officiers, les yeux rougis par la sueur et la rage, préparent la contre-attaque. Les avions valent d'3 à 2. Avec leur train d'atterrissage rétractable et leurs moteurs Mitsubishi Kinsei de 1000 chevaux, sont alignés comme des oiseaux de proie, leurs bombes de 250 kg type 99 prêtes à être fixées. Les pilotes, des vétérans comme le lieutenant Shigekazu Shimazaki, ajustent leur ceinture et vérifient les viseurs télescopiques, leur cœur battant au rythme des ordres criés « Yuki, courage !» Le Hiryu est le dernier rempart de la flotte japonaise, 20 000 tonnes de vengeance naviguant à 28 nœuds, escortés par les croiseurs lourds, Ton et Chikuma, dont les radars type 21 balaient l'horizon à la recherche des ombres américaines. Nagumo, transféré sur le croiseur léger Nagara, dans un canot qui tangue follement au milieu des débris flottants, observe depuis la passerelle. Ses mains tremblent légèrement sur les rambardes, le poids de la défaite encore frais dans sa poitrine. « Attaquez le Yorktown !» ordonne-t-il par radio, sa voix rauque craquant dans l'éther. « Détruisez-le avant qu'il ne nous achève. » À 13 heures, les premières escadrilles décollent, 18 Val et 6-0 à 6M2, filant à 350 km/h vers le nord-est, guidés par les signaux radio du sous-marin I-168 qui a repéré le Yorktown boitant. Vous imaginez le vol, le vent salin qui fouette les cockpits ouverts, le grondement des moteurs qui vibrent dans les os, et en bas, la mer parsemée d'épaves, des gilets de sauvetage Mae West vides, des débris de TBD Devastator qui dansent sur les vagues. Sur le Yorktown, l'amiral Frank Jack Fletcher, évacué sur l'Enterprise, mais laissant le capitaine Elliott Buckmaster aux commandes, sent la tension monter. Le navire, touché par la première salve japonaise, fume toujours de la salle des machines où une bombe a perforé les turbines Westinghouse. Les marins, couverts de graisse et de sel, pompent frénétiquement l'eau des compartiments inondés. Leurs tuyaux serpentaient sur le pont incliné. Les canons de 5 pouces, 38 crachent des salves préventives, mais les radars CXAM-1 peinent à travers la fumée.
À 13h40, les vals du Hiryu surgissent des nuages, leurs silhouettes trapues, se découpant contre le ciel azur. Shimazaki, menant la formation, plonge en piqué à 70 degrés, sa sirène hurlante imitant les cris des kamikazes avant l'heure. Les bombes pleuvent comme une averse mortelle. La première frappe le pont d'envol à 14h05, défonçant l'ascenseur principal et allumant un incendie qui dévore les avions Dauntless stationnés en dessous. L'explosion projette des éclats d'acier incandescents, tuant une douzaine de servants de DCA sur le coup. Buckmaster, projeté contre un panneau, hurle des ordres. « Feu! Couvrez le ciel !» Les mitrailleuses Oerlikon de 20 mm et les Bofors de 40 mm rugissent, abattant 2 vals qui s'écrasent dans la mer en gerbes d'écume blanche. Mais la seconde bombe touche la tour de contrôle, brisant les antennes radio et plongeant le Yorktown dans un chaos de fils électriques crépitants. Les flammes montent, hautes de 20 mètres, nourries par des réservoirs d'essence aviation qui explosent en boules de feu orange. Des marins, le visage noirci, courent avec des extincteurs CO2, mais l'eau de mer inonde les coursives inférieures, faisant gîter le navire à 7 degrés. Vous êtes là, au milieu de l'enfer. L'air chargé de cordite et de chair brûlée, les cris des blessés se mêlant au grincement de la coque qui proteste. Un jeune Bosco, enserré dans son casque en acier, traîne un compagnon vers une écoutille, ignorant les éclats qui sifflent autour d'eux. À 14h20, une troisième bombe perce la coque près de la ligne de flottaison, inondant les chaufferies. Le Yorktown ralentit à 19 nœuds, ses hélices fouettant vainement l'eau rougie de fuel. Fletcher, depuis l'Enterprise distant de 30 milles, reçoit les rapports Cracklant. Yorktown en feu, évacuation imminente. Les Wildcat F-4F du squadron VF-3, pilotés par des as comme Jimmy Touch, décollaient pour intercepter, leur moteur Pratt & Whitney R1830 hurlant. Ils abattent 3-0 en dogfight furieux, les canons de 12, 7 mm perçant les réservoirs des Mitsubishi. Un 0 explose en vol, ses débris pleuvant comme une pluie de ferraille. Mais le mal est fait, le Yorktown, ce survivant de la mer de corail, est condamné. Buckmaster ordonne l'abandon à 14h50, les canaux descendant le long des flancs noircis, tandis que les destroyers Haman et Hughes s'approchent pour recueillir les survivants. Pourtant, la riposte américaine gronde déjà. Sur l'Enterprise, le commandant Clarence McCluskey, ayant repéré le Hiryu par un coup de maître, un virage à 0,20 degrés basé sur une intuition et les ombres des cheminées, lance une escadrille de 14 Dauntless SBD-3 à 14h25. Les pilotes, assoiffés et épuisés après le premier assaut, serrent les joysticks, leurs bombes de 1000 livres AN-M65 prêtes. Vous sentez le décollage, le catapultage qui plaque le corps contre le siège, le vent qui rugit à 250 km/h. Guidés par les Avengers TBD qui ont survécu, ils fondent sur le Hiryu à 16h50, perçant les nuages bas au-dessus de la flotte japonaise en retraite. Les zéros du Hiryu, réduits à une poignée après les combats, montent à l'interception mais les Dauntless piquent sans merci. Le lieutenant Edgar Stebbins vise le pont avant. Sa bombe frappe à 17h01, perforant les hangars où les derniers vals attendent. L'explosion est apocalyptique. Le carburant s'enflamme. Les munitions de 25 mm détonnent en chaîne, transformant le Hiryu en un volcan flottant. Kaku, sur la passerelle, est projeté au sol, ses lunettes brisées. Il ordonne « abandonner le navire », tandis que les flammes lèchent les superstructures. Une seconde bombe, larguée par le lieutenant Paul Knapp, achève l'œuvre. Elle touche les soutes à bombes, provoquant une déflagration qui soulève le pont comme une vague. Le Hiryu liste à 35 degrés, ses canons de 127 mm pointés vainement vers le ciel. Les survivants, officiers, pilotes, servants, sautent dans l'eau huileuse, leurs kimonos flottant comme des linceuls. À 17h20, le géant sombre, entraînant 389 âmes dans les abysses, laissant un vortex d'écume et de débris. Nagumo, sur le Nagara, contemple le spectacle, ses poings serrés sur les cartes chiffonnées. La flotte japonaise, brisée, se replie vers l'ouest à 20 nœuds,
poursuivis par les sous-marins américains comme le Nautilus qui guette dans les profondeurs. Le soir tombe sur Midway, teignant l'océan de pourpre. Sur l'atoll, les Marines du colonel Shannon hissent le drapeau étoilé, leurs fusils M1 Garand encore chauds. Nimitz, à Pearl Harbor, reçoit le télex. « Nous avons gagné ». Mais les coups sont immenses. Le Yorktown, remorqué par le Vireo, coule enfin le lendemain à l'aube, après une dernière attaque de sous-marins japonais. Les pilotes comme Best, rentrés avec des avions criblés de balles, boivent une gorgée d'eau tiède, sachant que cette victoire a brisé l'invincibilité japonaise. Pourtant, dans les couloirs feutrés de Tokyo, Yamamoto médite déjà la revanche. L'erreur de Nagumo n'était que le déclencheur. Les ombres de Guadalcanal et d'autres batailles planent, et le Pacifique, insatiable, attend la suite du sang. Les survivants engloutis. Le crépuscule du 4 juin 1942 s'étend sur le Pacifique comme un voile de deuil, transformant les vagues agitées en un linceur ondulant parsemé d'épaves et de désespoir. Vous sentez l'air alourdi par l'odeur persistante de la cordite et du fuel enflammé, tandis que le soleil couchant saigne un rouge profond sur l'horizon, illuminant les silhouettes noircies des navires en perdition. À bord du croiseur léger Nagara, qui file à 25 nœuds vers l'ouest pour échapper à la tenaille américaine, le contre-amiral Chuichi Nagumo se tient immobile sur la passerelle, ses épaules voûtées sous le poids d'une défaite inimaginable. Ses yeux, rougis par la fumée et les larmes contenues, fixent l'océan où flottent les débris du Hiryu, des fragments de ponts d'envol tordus, des gilets de sauvetage vides qui dansent comme des spectres, et des corps inertes qui dérivent lentement vers les abysses. Le vent froid du soir porte les échos lointains, des cris étouffés en japonais, des sifflements de sirènes de sauvetage et le bourdonnement sporadique des moteurs d'hydravion qui patrouillent pour repérer les survivants. Nagumo, à 52 ans, vétéran de la guerre sino-japonaise et de Pearl Harbor, sent une nausée monter. Cette bataille, censée être le triomphe de l'Empire, s'est muée en cauchemar par une simple hésitation. Le choix fatal de recharger les bombes au lieu des torpilles sur l'Akagi. Autour de lui, l'armada japonaise en retraite est un fantôme de sa gloire passée. Le croiseur lourd Tone, avec ses tourelles de 203 mm encore chaudes, escorte le Nagara, ses radars type 21 balayant nerveusement les quadrants vides. Les destroyers Arashi et Nowaki, leurs coques zébrées d'éclats, larguent des grenades sous-marines en précaution contre les sous-marins américains comme le Nautilus, tapis dans les profondeurs avec ses tubes lance-torpilles Mark 14 chargés. Mais le vrai ennemi est l'océan lui-même, impitoyable, qui avale les âmes une à une. Des milliers de marins du Akagi, du Kaga, du Soryu et du Hiryu, plus de 3000 en tout, ont péri dans les flammes ou les eaux froides. Sur les destroyers de sauvetage, les ponts grouillent d'hommes épuisés. Pilotes rescapés comme Hiroyoshi Nishizawa, dont le 0 à 6M a été forcé à l'amérissage, serrent des couvertures humides contre leur poitrine, leurs lèvres gercées murmurant des prières shintoïstes. Un officier du Kaga, les mains bandées de brûlures, raconte à voix basse comment le vice-amiral Tamon Yamaguchi a choisi de sombrer avec son vaisseau, un geste de seppuku naval pour honorer l'empereur. Il a salué le drapeau avant de sauter, chuchote-t-il, la voix brisée par le sel et le chagrin. De l'autre côté, sur l'USS Enterprise, le Task Force 16 vogue triomphalement mais prudemment à 20 nœuds, ses destroyers formant un écran protecteur contre toute contre-attaque. Vous imaginez la scène sur le pont. L'amiral Raymond Spruance, remplaçant Fletcher blessé, arpente la passerelle éclairée par les lampes tamisées, ses cartes hydrographiques marquées de croix rouges indiquant les positions des épaves japonaises. Les marins, encore imprégnés de l'adrénaline, réparent les Dauntless SBD criblés de balles de 20 mm, leurs mécanos soudant des plaques sur les ailes perforées, tandis que l'odeur de café brûlé se mêle à celle du métal chauffé. Le lieutenant Richard Best, héros du piqué sur l'Akagi, repose dans l'infirmerie, une balle japonaise logée près de son poumon, mais son rapport radio « J'ai touché le cœur de l'ennemi » circule comme un talisman.
Sur le Yorktown, remorqué par le destroyer Vireo à 5 nœuds, la lutte pour la survie est héroïque. Le capitaine Elliot Buckmaster, le visage noirci de suie, dirige les pompages depuis la timonerie inclinée. Les compartiments inondés gémissent sous la pression et des équipes de damage control, armées de pompes portatives et de seaux, combattent l'infiltration d'eau salée qui ronge les turbines Westinghouse. Plus de 1400 survivants ont été évacués, entassés sur les destroyers Amman et Balch, leurs uniformes trempés collant à la peau, partageant des rations de corned beef froides sous les étoiles naissantes. À minuit, un nouveau péril surgit des ténèbres. Le sous-marin japonais I-168, commandé par le lieutenant-commandant Tanikaze Tadashi, a filé inaperçu sous les vagues pendant la bataille. Ses périscopes Zeiss ont capté les signaux du Yorktown en détresse, et à 00h15 du 5 juin, il lance 4 torpilles type 95 de 533 Neptune depuis 1200 mètres. Vous entendez le sifflement sous-marin, le cœur battant comme les marins du Vireo qui patrouillent. Une torpille frappe le Yorktown à la poupe, déchirant la coque déjà affaiblie et inondant les chaufferies restantes. L'explosion illumine la nuit d'un flash orange, projetant des débris dans l'air humide. Le Amman, trop proche, est touché à son tour. Ses réservoirs de depth chargent détonnant en une série d'explosions secondaires qui soulèvent la mer comme un geyser. Buckmaster ordonne l'abandon définitif. « Sauvez-vous, les gars !» Les canots, surchargés, s'éloignent dans l'écume, tandis que le Yorktown gîte à 25 degrés, son beaupré pointé vers le fond. À 7h01, il sombre, enfin, entraînant 141 âmes avec lui, dont des héros anonymes qui ont lutté jusqu'au bout. Le Vireo, endommagé mais vaillant, recueille les derniers survivants, leurs cris se perdant dans le vent qui porte l'odeur de la victoire amère. À l'aube du 5 juin, les rapports affluent à Pearl Harbor. L'amiral Chester Nimitz, dans la salle des opérations aux murs tapissés de cartes du Pacifique, lit les télégrammes décryptés par l'équipe de Joseph Rochefort. 4 porte-avions coulés, dont Akagi et Hiryu, annonce un officier, la voix vibrante de triomphe. Nimitz hoche la tête, conscient du prix. 307 avions perdus, 150 morts américains, contre 248 appareils et plus de 3000 Japonais. Les cryptanalystes d'Hippo, épuisés après des nuits blanches sur les machines IBM et les codes JN25, échangent des regards soulagés. Leur travail invisible a renversé la marée. Sur Midway, le colonel Harold Shannon et ses Marines inspectent les cratères fumants de l'aérodrome, réparant les canons de 7 pouces pour d'éventuelles menaces. Les B-17 Flying Fortress, revenus de leurs raids inutiles sur la flotte japonaise, atterrissent sur la piste réparée, leurs équipages racontant des mirages d'îles fantômes. Mais pour les Japonais, la retraite est un chemin de croix. Sur le Yamato, à 1000 milles à l'arrière, l'amiral Isoroku Yamamoto reçoit les nouvelles par radio cryptée, son visage impassible masquant une fureur contenue. Une erreur, une seule, murmure-t-il à son état-major, pointant du doigt les cartes où Midway brille comme une épine enfoncée. Nagumo, à bord du Nagara, rédige son rapport, omettant subtilement sa décision fatidique pour blâmer les éclaireurs du Tone, ce retard de l'avion de reconnaissance qui n'a pas repéré les Américains à temps. Les survivants, rapatriés à Truk, subissent des interrogatoires impitoyables. Des pilotes comme Mitsuo Fuchida, brûlés au visage, jurent fidélité malgré la honte. L'Empire, privé de ses joyaux navals, voit ses lignes de ravitaillement vulnérables s'étirer du Japon aux îles Salomon. Pourtant, dans l'ombre des abysses, des secrets persistent. Les sous-marins américains comme le Dolphin patrouillent encore, guettant les stragglers japonais, tandis que les premiers signes d'une contre-offensive se dessinent. Guadalcanal murmure déjà son nom dans les briefings de Nimitz. La bataille de Midway n'est pas la fin, mais le pivot. Une erreur stratégique a brisé l'invincibilité, mais le sang du Pacifique coule encore, promettant des chapitres plus sombres. Les jours suivants, la bataille de Midway s'étire comme une plaie ouverte sur le vaste corps du Pacifique, où l'océan, indifférent, continue de lécher les épaves enfouies sous des mètres d'eau turquoise.
Vous sentez encore l'écho des explosions dans l'air salin, un bourdonnement fantôme qui hante les nuits des survivants, tandis que le soleil implacable du 6 juin 1942 monte sur l'horizon, illuminant les débris flottants comme des reliques d'un empire brisé. À bord de l'USS Enterprise, voguant à 18 nœuds vers Pearl Harbor avec le Task Force 16, l'amiral Raymond Spruance se tient sur la passerelle, ses jumelles fixées sur les traînées de fumée lointaines qui marquent les tombes sous-marines. Le vent porte l'odeur persistante du fuel et de la poudre, mêlée à celle du café fort servi aux marins épuisés qui réparent les Dauntless SBD, leurs soudeuses crépitant sur les ailes criblées de balles de 20 mm. Spruance, un homme de 52 ans au visage anguleux et aux yeux froids comme l'acier, sait que cette victoire n'est pas un feu d'artifice, mais un pivot. Les 4 porte-avions japonais, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, gisent au fond, emportant avec eux 248 avions et plus de 3057 âmes, contre 150 Américains perdus et un Yorktown sacrifié. « Nous avons gagné le temps », murmure-t-il à son chef d'état-major, le capitaine Miles Browning, en pliant une carte hydrographique tachée d'encre. À Pearl Harbor, le 7 juin, l'euphorie contenue règne dans les hangars réparés depuis l'attaque de 1941. L'amiral Chester Nimitz accueille les pilotes rentrant sur le quai, sous les acclamations des dockers en bleu de travail qui hissent les moteurs Wright Air 1820 des avions pour inspection. Richard Best, alité dans l'hôpital naval avec une balle japonaise extraite de son poumon, sourit faiblement en recevant la Distinguished Service Medal des mains de Nimitz. « C'était l'instinct, amiral, dit-il d'une voix rauque, encore imprégnée de l'odeur de l'océan. Le piquet sur l'Akagi. J'ai vu leur pont nu comme un cadeau. » Nimitz hoche la tête, conscient du rôle décisif des cryptanalystes de station Hippo. Dans les sous-sols sombres de la base, Joseph Rochefort, les yeux cernés par des nuits blanches sur les machines à coder IBM et les piles de messages JN25, reçoit une tape sur l'épaule. « Votre travail a sauvé la flotte », lui dit Nimitz, mais Rochefort, modeste, hausse les épaules. « C'étaient les codes, pas nous. » Une faille dans leur arrogance. Pourtant, l'ombre plane. Le haut commandement américain, méfiant des fuites, relègue bientôt Rochefort à un poste obscur à Washington, un sacrifice discret pour protéger le secret de Magic, le programme de décryptage. De l'autre côté du globe, à Tokyo, le quartier général impérial de l'amiral Isoroku Yamamoto bourdonne d'une tension électrique sous les lanternes de papier. Le 10 juin, Yamamoto, à bord du Yamato, ancré dans la baie de Hashirajima, lit les rapports codés avec un visage de pierre, ses doigts fins traçant les positions perdues sur une carte du Pacifique. L'empereur Hirohito, informé par des eunuques empressés, exprime sa consternation dans un silence pesant. Yamamoto, architecte de Pearl Harbor, sent le poids de l'échec. « J'ai sous-estimé leur intelligence », confie-t-il à son aide de camp, le capitaine Kuroshima Kameto. L'erreur de Nagumo, cette heure fatidique passée à recharger les bombes anti-aérodromes sur les ponts de l'Akagi, exposant les réservoirs d'essence aux Dauntless et disséqués dans des sessions interminables. Nagumo, rapatrié et promu vice-amiral pour sauver les apparences, évite les regards lors des débriefings, blâmant les éclaireurs du croiseur Tone et le retard de leur avion Aichi E-13A. Mais en privé, dans sa chambre au tatami, il rumine. Une décision, une seule, et l'Empire saigne. Les pertes navales, 322 avions au total, dont les as comme Nishizawa, grièvement blessés, forcent une révision drastique. La production de porte-avions est accélérée, mais les ressources s'amenuisent. Les chantiers de Kouré débordés par les commandes de 0 à 6M et de Val d'Étroit. Les conséquences se propagent comme des ondes de choc. Midway, cet atoll minuscule, reste aux mains américaines. Ses canons de 7 pouces renforcés par des batteries de 5 pouces C-51 arrivant par convoi. Le colonel Harold Shannon et ses Marines, encore imprégnés de l'odeur du sable volcanique brûlé, patrouillent les lagons, repêchant des épaves japonaises pour analyse.
Une torpille type 91 intacte, des cartes codées qui confirment les plans pour les Aléoutiennes, abandonnées comme un leurre vain. Sur l'Enterprise, les briefings stratégiques se multiplient. Spruance et Nimitz tracent les prochaines cibles, les îles Salomon, Guadalcanal en tête. L'offensive japonaise est brisée, déclare Nimitz lors d'une conférence le 15 juin, sa voix résonnant dans la salle aux murs de tôle ondulée. Maintenant, nous passons à l'attaque. Les sous-marins, comme le Nautilus, revenus de patrouille avec des photos des épaves, alimentent les rapports de l'ONI, l'Office of Naval Intelligence. À Washington, le président Roosevelt, informé par des télégrammes chiffrés, jubile en privé. Midway est notre Stalingrad naval. Mais le coût humain pèse. Les familles des 150 morts, pilotes comme John Waldron, dont le squadron 8 a été anéanti sans un seul retour, reçoivent des télégrammes froids, tandis que les survivants, hantés par les cris dans les cockpits, boivent pour oublier. Pour le Japon, la défaite est un poison lent. Yamamoto ordonne une consolidation des défenses aux Philippines et en Nouvelle-Guinée, mais sans ses porte-avions élites, la marine impériale perd son tranchant. Les usines Mitsubishi à Nagoya accélèrent la production de moteurs Nakajima Sakae, mais les matières premières, caoutchouc de Malaisie, pétrole d'Indonésie, deviennent vulnérables aux raids américains naissants. Nagumo, assigné à des postes terrestres, médite dans un